d'examen, bien que mes autres questions des autres capsules vidéo s'en rapprochaient quand même autant. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si à la fin de cette capsule vidéo, vous avez encore des lacunes, vous êtes encore un peu frustré du fait que voilà, parfois vous avez du mal dans les exercices, mais ne vous inquiétez pas, il faut s'entraîner sans relâche et ça vient tout seul, hein, donc c'est un déclic qui arrive avec le temps et l'entraînement. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, voici la question, c'est une question d'examen, je crois, 2019-2020, enfin peu importe l'année, donc ça c'est une question d'examen de l'ARES. Donc voilà, ça c'est un graphique, voilà, qui représente donc le taux de mortalité et le ratio des taux de mortalité selon le statut diabétique au Canada, donc qu'une personne soit diabétique ou non diabétique, donc on a le taux de mortalité pour ces catégories-là, et donc on vous donne le ratio, et le ratio, il vous dit dans l'énoncé que c'est le rapport entre le taux de mortalité des diabétiques et celui des non-diabétiques. Donc déjà ça, je trouve que on vous donne déjà un indice. Voilà, l'indice il est là, donc le ratio, c'est le taux de mortalité diabétique, TMD sur TMNND, donc taux de mortalité des non-diabétiques. Donc ça c'est le ratio. Et rappelez-vous, le ratio, c'est le rapport de deux éléments qui fait que pour l'interprétation, on va regarder s'il est plus grand ou inférieur à 1, afin d'estimer si le numérateur est plus grand que le dénominateur ou vice-versa. Bref, regardons ce fameux graphique. Vous voyez qu'il y a plusieurs informations et je vous ai appris durant les capsules théoriques du cours du chapitre 2 de savoir comment s'y prendre pour savoir quel graphique correspond à quel axe. Donc, on vous dit que le taux de mortalité est subdivisé en deux catégories pour chaque tranche d'âge, qui est au fait qu'on soit diabétique ou non. Donc, s'il y a deux informations, deux paramètres pour chaque classe d'âge pour un taux de mortalité, ce qui est le cas, sans diabète et diabète, donc ce qui est assuré enfoncé correspond aux personnes atteintes de diabète, et en assuré clair, ceux qui sont sans diabète, il y a deux informations. Donc, logiquement, ces histogrammes en rectangle, sous forme de rectangle, correspondent donc au taux de mortalité, et donc, il correspond aux informations données par l'axe des ordonnées de gauche. Et donc, forcément, s'il n'y a que deux graphiques, si on connaît la fonction d'un des deux graphiques, on peut déduire la fonction de l'autre graphique qui est ici. Et bien ça, ce graphique en ligne brisée correspond donc au ratio des taux de mortalité, donc le rapport entre le taux de mortalité des diabétiques et des non-diabétiques. Et donc, vous voyez que cette ligne brisée, si je vous rappelais encore mes cours théoriques du chapitre 2, chaque point correspond à une valeur calculée des ratios, alors que les lignes qui relient de point par point sont seulement pour des raisons esthétiques dans les graphiques, pour donner un aspect global, pour voir l'évolution, que globalement le ratio ici, vous voyez qu'il monte et puis il décroît. C'est juste pour donner un aperçu visuel et esthétique, mais les valeurs qui sont sur les lignes brisées n'ont aucune valeur statistique ou aucune valeur graphique, c'est que les points enfoncés triangulaires ici qui ont que des valeurs déterminées et réelles. Bref, ça c'est les classes d'âge. Donc parmi les phrases suivantes, laquelle selon vous est la conclusion qui peut être tirée de ce graphique en ce qui concerne la population diabétique canadienne? Alors, proposition A. Le taux de mortalité des diabétiques est plus important dans toutes les classes d'âge, et c'est particulièrement le cas chez les jeunes adultes. Bien, vous regardez ça, on dit que le taux de mortalité diabétique est plus important dans toutes les classes d'âge, donc pour tout, et c'est particulièrement le cas chez les jeunes adultes. Donc, on vous dit que le taux de mortalité des diabétiques est plus grand que le taux de mortalité des non-diabétiques. Donc ça, si vous faites le rapport, c'est plus grand que 1. Or, ce rapport-là correspond au ratio, et donc mon ratio est plus grand que 1. Si mon ratio est plus grand que 1, cela implique que cette inégalité est vraie. Et donc, si on vous dit que le taux de mortalité est plus important dans toutes les classes d'âge, ça veut dire que le ratio doit être plus grand pour toutes les classes d'âge. Donc, vous voyez le ratio ici, 1, 2, 3, 4, 5, le ratio 1, il est là.
Donc on va le mettre ici. Et vous voyez que la courbe du ratio est toujours supérieure à 1, quoi qu'il arrive, pour toutes les classes d'âge. Donc c'est vrai. Et en plus de ça, ils disent que c'est particulièrement vrai chez le jeune adulte, donc c'est vrai, parce que le ratio est plus important pour les classes d'âge du jeune adulte. Donc le ratio est d'autant plus important. Donc, rien à dire, la A est la bonne réponse. Fin de l'exercice. Bon, après c'est une capsule vidéo qui se veut être complète, donc je vais vous justifier bien sûr pourquoi les autres propositions sont fausses. Eh bien, très facile, la B, la différence entre le nombre de décès parmi diabétiques et non diabétiques augmente fortement avec la classe d'âge. Déjà ici, vous voyez, il y a un problème. Moi, je m'arrête déjà à 1, 2, 3, 4, 5, à 5 mots. Je sais que la proposition B est fausse. Je n'ai pas besoin de dire le reste. Pourquoi ? Parce que la différence entre le nombre, ici on ne vous donne pas le nombre, on vous donne que le taux. Donc un taux sans connaître l'effectif total pour chaque classe d'âge et pour chaque aspect, pour chaque statut au fait qu'on soit diabétique ou non, si on ne connaît pas ces effectifs-là, on ne peut pas déduire le nombre. Et si on ne sait pas déduire le nombre, on ne sait pas non plus calculer la différence, de même une soustraction ou une addition. Donc on ne sait même pas faire une application calculatoire si on manque tellement d'informations et on a tellement d'inconnus. Donc on ne peut pas déduire. Encore plus concrètement, si je veux trouver le nombre de personnes, donc la quantité de personnes diabétiques qui sont décédées, donc qui sont mortes, eh bien, regardez, eh bien, ça correspond au taux de mortalité du diabétique, donc pour une classe d'âge donnée, pour une classe d'âge donnée, donc voilà, fois l'effectif de diabétiques pour une classe d'âge donnée. Et si je veux trouver le nombre de décédés non diabétiques pour une classe d'âge donnée, donc on connaît le taux de mortalité selon le graphique de non diabétiques pour une classe d'âge donnée fois l'effectif de non diabétiques pour une classe d'âge donnée, je connais ni ça, je connais ni ça. On ne nous dit pas combien y a-t-il de personnes pour chaque classe d'âge. Donc si je connais pas ça, je connais ni le nombre de personnes diabétiques qui sont décédées, ni le nombre de personnes non diabétiques qui sont décédées. Donc la différence entre ces deux éléments, comment je vais faire ? Je ne sais pas calculer non plus la différence. Donc ça, je ne sais pas. Donc on ne sait pas calculer la différence, donc la B est éliminée. Donc le diabète est une cause de mortalité très importante chez le jeune adulte. C'est le moins le cas chez les personnes plus âgées. La C, je vais la faire à la fin, parce que on fait étape par étape, donc regardez les propositions qui sont plus simples à justifier, et à la fin les propositions un peu plus élaborées, enfin les propositions qui prennent un peu plus de temps de réflexion pour justifier. Donc la D, je vais faire, et puis la C. Donc la D, la différence entre les taux de mortalité de diabétiques et non diabétiques décroît rapidement avec l'âge. Déjà, vous voyez que on connaît les taux pour chaque classe d'âge et pour chaque statut, que ce soit diabétique ou non. Donc on sait que visuellement, on voit que le taux de mortalité des diabétiques est toujours supérieur pour n'importe quelle classe d'âge que le taux de mortalité des non-diabétiques. Donc si on voit ce graphique visuellement, l'histogramme foncé est toujours supérieur que l'histogramme clair pour toutes les classes d'âge. Donc la différence entre les deux est toujours croissante. Donc visuellement, on sait que c'est croissant. Donc cette phrase-là, décroît, c'est pas bon, parce que justement il y croit. Donc voilà. Donc la D est éliminée. Maintenant pour la C, on va justifier ça. Donc le diabète est une cause de mortalité très importante chez le jeune adulte. C'est moins le cas chez les personnes plus âgées. Ça, c'est une information qui est plus difficile à tirer d'un simple graphique qui évalue objectivement ces éléments de mortalité ou non au fait du statut diabétique ou non. Et donc, on peut dire que est-ce que le diabète est une cause de mortalité très importante ? Est-ce que le graphique donne une notion de causalité et mortalité ? Est-ce que le nombre de personnes étant jeunes, le nombre de personnes décédées
en ayant le diabète dans la population jeune est-elle plus importante que le nombre de jeunes qui sont décédés mais qui n'avaient pas de diabète? Bah, si on ne connaît pas ce nombre-là, bah, on ne sait pas dire si c'est une cause peut-être qu'il y a une corrélation certaine, après ce n'est pas sûr, mais une corrélation entre le fait d'avoir un diabète et qu'il y a une plus grande proportion de personnes jeunes qui ont un diabète et qui meurent, donc plus en termes de nombre qu'un nombre de jeunes qui décèdent sans avoir le diabète. Est-ce qu'on peut trouver ce nombre-là pour pouvoir comparer ces deux nombres? Ben non, comme j'ai dit, pour la B, comme pour la B, c'est la justification, comme pour la B, on ne connaît pas l'effectif pour chaque classe d'âge et pour chaque statut diabétique ou non. Donc on ne connaît pas l'effectif total pour chaque classe d'âge et pour chaque statut. Donc on ne peut pas savoir le nombre de personnes, de jeunes, qui sont morts en ayant un diabète déjà. Et donc on ne peut pas comparer avec les autres personnes jeunes qui sont mortes sans diabète. Okay. De même que pour la classe d'âge, pour les personnes plus âgées, on ne connaît pas non plus les effectifs, donc on ne peut pas dire est-ce qu'un vieux qui a le diabète va mourir plus en ayant le diabète qu'un vieux qui n'avait pas le diabète. Donc déjà ça, si on ne connaît pas le nombre, parce que voilà, on ne sait pas calculer ça, donc on manque d'informations sur les effectifs, on ne sait pas déduire. Et en plus de ça, si ça se trouve, peut-être que le ratio ici est plus important chez les jeunes que chez les vieux, d'accord, mais si ça se trouve, la quantité ou l'effectif total d'individus qui sont âgés et la population plus âgée est peut-être plus importante que la population plus jeune. Et donc, peut-être qu'un taux de mortalité plus faible chez une population d'un grand effectif correspond à un plus grand nombre, en termes de nombre, que un nombre qui représente un taux de mortalité important pour un effectif plus bas. Donc si ça se trouve, par exemple si je prends ici pour la classe de 75-79 ans, 40 pour 1000, bah, le nombre de personnes qui sont mortes avec 40 pour 1000, pour un taux de 40 pour 1000, est peut-être supérieur que 120 pour 1000 pour les 25-29 ans. Si ça se trouve, l'effectif est tellement important pour cette classe d'âge-là que pour cette classe-ci de 25-29 ans, que malgré qu'on applique en termes de taux, si on applique le taux sur l'effectif à chacune, à chaque classe d'âge, peut-être si ça se trouve, le nombre ici que ça représente de morts est peut-être plus élevé qu'ici. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'un taux est plus important que ça signifie qu'en termes de nombre, ce nombre-là est plus élevé. Okay, tout dépend de l'effectif où on applique le taux en question, le taux de mortalité en question. Donc voilà. Donc la C est éliminée pour toutes ces justifications-là. Donc il y avait plusieurs façons de justifier. Donc voilà, c'est pour ça que la C, j'ai pris du temps. J'ai pris la peine de le mettre en dernier pour le justifier, parce que vous voyez, c'est pas aussi facile. Déjà pour moi de le justifier, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut dire, mais pour que vous compreniez, de prendre le temps d'expliquer calmement et bien sûr pour que vous voyez mot pour mot ce que je suis en train de vous faire passer comme message. Donc voilà, si on ne connaît pas l'effectif, on ne sait pas calculer, et donc si on ne sait pas calculer, on ne sait pas comparativement savoir si le diabète est une cause de mortalité ou non. Donc voilà, peut-être si ça se trouve, les personnes qui meurent du diabète chez les vieux est plus importante que chez les jeunes en termes de nombre. Il y a plus de nombre en termes de nombre, j'insiste, il y a plus de vieux morts d'un diabète que de jeunes qui sont morts d'un diabète en termes de nombre. Mais voilà, donc c'est cool. C'est aussi l'autre justification, comme j'ai dit, c'était le lien cause et effet. Donc est-ce que le diabète est une cause? Non, pas forcément. Peut-être que objectivement, les gens qui mourraient avec le diabète étaient plus élevés, mais est-ce que le diabète est une cause de la mortalité? Médicalement, oui. Parce que avec vos connaissances médicales, vous savez que le diabète crée un taux de mortalité, mais est-ce que ce graphique et l'énoncé vous donnent cette information-là? Eh bien non. En fait, le piège à l'examen de raisonnement, c'est vous piéger
avec deux aspects, à la fois votre personnalité et à la fois votre rationalité. Donc quelqu'un qui est rationnel va se baser sur ce qu'on donne et va répondre en fonction de ce qu'on donne, alors que quelqu'un qui a une personnalité, une culture générale, va se dire, bah si, un diabétique meurt plus qu'un non-diabétique, donc oui. Donc il va répondre ça, alors que c'est un piège, justement, faites attention, ne vous basez pas sur vos connaissances, votre culture générale, parce que justement, un examen de raisonnement, c'est une seule question, une seule réponse. Les autres réponses sont fausses, donc il n'y a qu'une seule réponse et on vous demande objectivement des informations qu'on vous donne ici. Donc si on ne vous donne pas les informations, bah, vous ne pouvez pas conclure. Ok. Donc faites attention parce que je vois beaucoup d'étudiants vont répondre par réflexe la C à cause de leur culture générale dans le domaine médical, mais en fait non, il faut faire en fonction de ce qu'on vous donne comme information objectivement. En gros, l'examen de raisonnement, c'est pour évaluer à la fois votre esprit critique et votre objectivité. C'est ça le but. Ce n'est pas seulement pour évaluer vos compétences et votre intellectualité. C'est évaluer votre objectivité, votre rationalité. Et voilà, un médecin doit être objectif quand il voit des éléments, des appuis statistiques, des affirmations, des informations. C'est ça qu'on évalue. Alors, pour la question 12, le graphique ci-dessous montre la proportion de fumeurs dans chaque classe d'âge en France pour l'année 2010. Donc, chaque classe d'âge a deux groupes de sexe, enfin, donc soit homme, soit femme. Et donc, on montre la proportion d'hommes et de femmes qui fument pour chaque classe d'âge. Parmi les interprétations suivantes, laquelle est pleinement justifiée? Donc, dans la classe d'âge de 35-44 ans, le nombre d'hommes qui fument est exactement plus élevé que le nombre de femmes qui fument. Premièrement, qu'est-ce qui prouve que pour cette classe d'âge, l'effectif de femmes est égal à l'effectif d'hommes? Parce que ça aurait été le cas si si l'effectif de femmes était égal à l'effectif d'hommes, ok, si l'effectif était identique entre ces deux catégories de sexe pour la même classe d'âge, eh bien oui, donc ça aurait été bien 7%. Mais le problème, c'est que dans l'énoncé, on ne vous dit pas l'effectif pour chaque classe d'âge, le nombre d'hommes et de femmes qui fument pour chaque classe d'âge. Ce nombre est inconnu et donc on ne peut pas trouver le nombre. Et donc, forcément, si on ne connaît pas le nombre, on ne peut pas dire que l'effectif est forcément égaux entre le nombre de femmes qui fument à 35-44 ans et le nombre d'hommes qui fument entre 35 et 44 ans. Donc, si ça se trouve, c'est pas 7%, mais bien plus ou bien plus bas. Donc, voilà, par manque d'informations, on ne sait pas. Ou, si vous voulez une justification un peu plus mateuse, eh bien, c'est très facile. Vous regardez comme possibilité que l'effectif total n'est pas identique entre les deux sexes pour la classe d'âge de 35-44 ans, ce qui est le plus probable, parce qu'on ne dit pas le contraire, donc on peut le faire. Donc le nombre d'hommes qui fument entre 35-44 ans est égal à combien? Donc on vous dit 40,9%, donc 40,9% fois l'effectif total d'hommes qui fument, l'effectif total d'hommes, tout court, qui ont 35-44 ans. Donc si vous voyez 40,9% de l'effectif total d'hommes entre 35 et 44 ans fument, et alors vous regardez les femmes qui fument entre 35 et 44 ans, qui est égal donc à 33,9%, c'est bien ça, 33,9% fois l'effectif de femmes qui fument entre 35 et 44 ans. Donc, normalement, si je veux trouver le taux d'accroissement qui est à 7% qu'on nous dit dans l'énoncé, on doit juste faire HF de 35-44 moins F 35-44 F sur F de 35-44. Donc le nombre de femmes qui fument à l'âge de 35-44 ans. On ne connaît ni cet effectif-là, ni cet effectif-là, parce qu'il n'est donné nulle part, ni dans le graphique, ni dans l'énoncé. Donc je connais ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là. Donc, gros point d'interrogation, comment je peux trouver que c'est 7%? Impossible. Donc, la A est rejetée. Avant 65 ans, il y a au moins 15% de fumeurs dans chaque classe d'âge d'hommes et de femmes.
avant 65 ans, on regarde ici, 15%. Là, c'est tout juste, 15,5. Ok. Donc avant, au moins 15% de fumeurs pour chaque classe d'âge, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, ont dépassé 15%. C'est vrai. Ça, c'est visible directement sur le graphique. Donc la B est la bonne réponse. Ok. Donc très facile. La C est fausse, et la D est fausse, parce que la bonne réponse au final c'était la B, mais bon, on va justifier. Donc à tout âge, les femmes fument moins que les hommes. Déjà, fument moins. Cette phrase m'embête parce que on vous dit la fréquence de fumer. Fumer moins que quelqu'un, c'est la fréquence de fumer. Or, ce graphique ici qu'on vous donne, et les informations qu'on vous donne ici, c'est pas la fréquence de fumer moins ou fumer plus. Ici, on vous dit juste, par la loi tout ou rien, qu'une personne fume ou pas, que ce soit un homme ou une femme, et qui fume ou pas. Donc, peu importe qu'une femme qui fume une cigarette par jour ou une femme qui fume 10 paquets de cigarettes par jour, on ne fait pas la différence entre ces deux personnes. Le fait qu'elle fume, on considère qu'elle fume. Point à la ligne. Et c'est ce que ce graphique est en train de montrer. On regarde si la personne fume ou pas. S'il fume ou il ne fume pas du tout. Mais on ne vous dit pas, dans ce graphique ou dans les informations mentionnées à l'énoncé, si la femme fume plus ou moins selon une certaine classe d'âge. Ça, on n'en sait rien. Ce n'est pas une fréquence de fumée ici. On parle juste d'une proportion de personnes qui fument ou pas. Donc ça ne répond pas du tout à ce qui est donné au graphique. La C est éliminée. La D, c'est la classe d'âge qui compte le plus de fumeurs et de fumeuses est celle de 36-34 ans. Un peu comme la A, la D est fausse parce que la classe d'âge qui compte le plus de fumeurs et fumeuses, donc entre 26 et 34 ans, regardez, on ne connaît pas l'effectif de femmes, l'effectif total de femmes, et on ne connaît pas pour cette même classe d'âge, et on ne connaît ni l'effectif aussi d'hommes pour cette même classe d'âge de 26-34 ans. Donc, si je ne connais pas l'effectif de femmes de 26-34 ans, et ni d'hommes, ni aussi l'effectif d'hommes de l'âge de 26-34 ans, comment je peux trouver le nombre qui correspond à ces pourcentages-là? Si ça se trouve, l'effectif de femmes est plus élevé que l'effectif d'hommes, et donc les 36,7% ici de femmes qui fument, peut-être en termes de nombre, est supérieur aux 47,7%. Donc si je ne connais pas l'effectif, comment je peux trouver un nombre? Et donc je ne peux pas trouver de nombre, donc je ne sais pas comparer, et donc je ne peux pas conclure. Donc il manque des informations pour trouver le nombre d'effectifs, pour pouvoir les comparer. Donc compte le plus, cette phrase compte le plus, on vous parle d'un nombre, et on ne sait pas ce nombre. On sait que proportionnellement pour chaque catégorie d'âge, une femme fume moins qu'un homme, mais on ne sait pas, est-ce qu'en termes de nombre, il y a plus de femmes qui fument qu'un homme, ou il y a moins de femmes qui fument plus qu'un homme. Ça, on n'en sait rien, parce qu'il faut calculer ça en fonction des effectifs. Si ça se trouve, il y a plus de femmes dans la population qu'un homme, et donc les pourcentages, peut-être qu'ils ont l'air plus petits que les hommes ici visuellement, mais si on calcule un par un de ce que ça signifie ces pourcentages en termes de nombre, et que l'effectif de femmes est plus grand, si ça se trouve, le nombre de femmes qui fument est peut-être plus élevé que le nombre d'hommes qui fument. Donc voilà. Donc la bonne réponse ici pour la question 12 était la B. Donc voilà, ça c'est un ensemble de justifications en détail ici, mais ce que j'ai dit ici jusqu'à présent est largement nécessaire comme justification. Voilà. Maintenant pour la question 13. Alors, ici, ça c'est une question d'examen. Je suis étonné de lire dans un journal que l'information suivante, que avant le médicament R ne soit mis provisoirement en vente libre de 2001 à 2009, le nombre de patients présentant des symptômes associés à la maladie était destiné à soigner, augmenter plus de 3% par an. En effet, je me souviens d'avoir lu ailleurs qu'en 2000, ça a augmenté de 4%, en 2005 ça a augmenté de 4%, en 2007 ça a augmenté de 2%, 2010 4%. Ai-je raison d'être surpris? J'aurais dû effacer la couleur fluo ici de la bonne réponse, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Et donc, de 2001
avant que soit provisoirement mis en vente libre, donc de 2001 à 2009, donc avant 2001 et après 2009, donc on dit avant que le médicament soit introduit entre cette période, entre 2001 et 2009, eh bien, le symptôme associé à la maladie a augmenté plus de 3%. Donc normalement, pour tout ce qui est avant 2001 et tout ce qui est après 2009, il doit être plus de 3%. Est-ce que c'est le cas? Donc on regarde pour l'année 2000, donc est-ce que c'est plus grand que 3%? Ben, c'est 4%, donc c'est OK. Est-ce qu'en 2010, qui est après 2009, est-ce que c'est plus grand que 3%? C'est le cas, donc c'est OK aussi. Donc, proposition 4, l'affirmation 1 et 4 sont justes. Maintenant, on regarde la 2 et la 3. Entre 2001 et 2009, avant donc le moment où le médicament R a été introduit dans le marché, on ne sait rien. Est-ce que ça augmente plus de 3%? Est-ce que ça diminue plus de 3%? On n'en sait rien. On sait juste de ce qui s'est passé avant la période et après la période, donc avant 2001 et après 2009. On est sûr et certain que c'est au-delà de 3% et on l'a confirmé à 200% avec certitude la 1 et la 4. Mais alors, entre 2001 et 2009, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe durant cette période, si ça augmentait ou ça diminuait. En fait, le fait de dire que en dehors de cette période, ça a augmenté de 3%, ne contredit pas ou n'affirme pas que durant la période 2001 et 2009, c'est le contraire, que pour cette période-là, entre 2001 et 2009, ça diminuait moins de 3%. Enfin, ça a augmenté moins de 3%. Donc, l'affirmation au fait que on vous dit qu'en dehors de cette période, ça a augmenté de 3%, ne va pas directement déduire si le pourcentage va augmenter ou diminuer. Enfin, si l'information est opposée de ce qui a été donné pour cette même période entre 2001 et 2009. Ok, donc c'est voir entre ce qui est logique. Donc on ne vous dit pas d'informations. Il manque des informations, ce qui se passe entre 2001 et 2009. Et donc, ce qui se passe en dehors de cette période ne vous donne pas d'indice non plus. Parce que ça peut être le contraire ou ça peut être exactement le cas. Peut-être si ça se trouve, lorsqu'on a mis le médicament, durant cette période-là, ça n'a fait aucun effet et ça a été un effet placebo. Donc, c'est-à-dire que le médicament a fait autant d'effets quand il était ou il n'était pas là sur le marché. Ça se trouve, c'était pour ça qu'on l'a retiré après 2009, parce que ça faisait aucun effet. Donc, enfin bref, donc on vous donne aucune information sur ce qui se passe durant cette période. Donc, quoi qu'il arrive en termes de pourcentage, donc en 2005 ou 2007, que ce soit au-dessus ou en dessous de 3%, il n'y a aucun souci parce qu'on ne dit pas le contraire dans l'énoncé. On ne dit pas comment ça évolue. Donc, la 2 et la 3 sont justes. Donc, la C n'est que la bonne. Il n'y a aucune qui est en contradiction. Et donc, la A, la B et la C, je ne justifie pas parce que la C répond tout directement, donc pas besoin de justifier. Alors, pour la question 14, on vous donne un graphique qui montre la prévalence de diabète. Donc, je vais rappeler dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'une prévalence? Prévalence, c'est la probabilité de trouver sur un ensemble un élément. Donc, la prévalence du diabète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la probabilité d'avoir une personne dans une population qui est diabétique. Et comme on vous donne pour chaque classe d'âge, que ce soit homme ou femme, alors chaque histogramme qui est représenté ici représente la probabilité pour chaque sexe et pour chaque classe d'âge, donc la probabilité qu'une personne soit diabétique. Donc c'est-à-dire que ici, si je prends un bon exemple ici, voilà, 25-29 ans, eh bien la prévalence, donc la probabilité que un homme entre la classe d'âge de 25-29 ans soit diabétique est de 2%. Voilà. De même ici, j'essaie de trouver des valeurs un peu plus
voilà, ici à 79 ans, donc un homme âgé entre 75 et 79 ans et qui est de sexe homme a plus ou moins 18% de chance, enfin 18% de chance d'être diabétique, donc c'est-à-dire, attention, 18% de chance, c'est pas, faire attention entre la probabilité et le risque. Je vous ai expliqué la différence dans la capsule vidéo du chapitre 1 entre risque et probabilité. Donc la prévalence, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est en ce moment, donc 18%, donc une prévalence de 18%, ça signifie que dans la population actuelle, de 75 à 79 ans, un homme, 18% des hommes, pour cette même classe d'âge, de 75 à 79 ans, sont diabétiques. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas une probabilité, une vraie probabilité au fait que c'est un risque que si vous êtes un homme et que vous êtes entre l'âge de 75 et 79, vous avez la probabilité de devenir diabétique. C'est pas la même chose que la probabilité d'être diabétique. Donc la probabilité de devenir diabétique, donc le fait de devenir quelque chose, ça c'est le risque, ok. Alors que la probabilité d'être, ce n'est pas quelque chose qui est hasardeux, c'est juste un sous-ensemble sur un grand ensemble. C'est-à-dire qu'en ce moment, sur 100 personnes qui sont de sexe masculin, qui ont entre l'âge de 55 et 79 ans, eh bien, 18 personnes d'entre eux sont diabétiques. Donc faites attention de ne pas mélanger prévalence et risque. Okay, donc c'est pour ça que la prévalence, c'est le pourcentage d'une population souffrant du diabète, mais c'est la probabilité de trouver dans cette population une personne souffrant du diabète. Attention de ne pas confondre avec la probabilité de devenir diabétique, parce que ça, c'est la définition du risque. Donc faites attention avec les jeux de mots à l'examen d'entrée, ça on aime beaucoup, donc revoyez bien les définitions que je vous ai apprises durant le chapitre 1 dans les cours théoriques. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, si jamais. Mais voilà, donc parmi les informations suivantes, laquelle n'est pas confirmée sur le graphique ci-dessus, eh bien, la proportion des diabétiques atteint ou dépasse 18%. Bah, voyez, la question a été neutralisée par le reste parce qu'il y avait déjà un problème ici de français, donc atteint ou dépasse 18%. Enfin, non, il n'y avait pas de problème français, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc la proportion des diabétiques atteint ou dépasse 18%, oui. En fait, c'était pas ça qui a été annulé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y avait une ambiguïté entre deux propositions qui avaient l'air correctes. Donc la proportion de diabétiques atteint ou dépasse 18% dans les classes d'âge à partir de 65 ans. Donc, à partir de 65 ans, okay, la proportion de diabète dans les classes d'âge à partir de 65 ans dépasse 18%. Bah, vous voyez qu'on dépasse les 18%, mais il y a un problème pour la A, c'est que on ne vous dit pas la proportion de diabétiques dans les classes d'âge à partir de 65 ans pour chaque sexe. Parce que ça, pour chaque sexe, oui, ça dépasse 18%, mais pour chaque classe d'âge à l'aveugle, que ce soit homme ou femme, est-ce que ça dépasse vraiment 18%? Pas forcément. Donc c'est pour ça que là, si on voulait faire un calcul, on doit connaître l'effectif pour chaque sexe, pour chaque classe d'âge. Et donc si on veut trouver, par exemple, c'est le calcul à faire, donc entre 60... pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ici que je voulais faire. Donc, par exemple, si je veux trouver la prévalence entre 65 et 69 ans, la prévalence entre 70 et 74 ans, la prévalence entre 75 et 79 ans, eh bien, la prévalence, eh bien, c'est la prévalence d'hommes pour cette même classe d'âge fois l'effectif d'hommes pour cette même classe d'âge, plus la prévalence de femmes pour cette même classe d'âge, fois l'effectif de femmes pour cette même classe d'âge, divisé par l'effectif d'hommes plus l'effectif de femmes qui ont entre 65 et 69 ans,
Ici, c'est la même formule. C'est juste que les valeurs changent pour les prévalences et l'effectif. Vous voyez que d'une classe à une autre, l'effectif ne sont pas identiques, donc le dénominateur n'est pas identique. Et en plus, les prévalences, voilà, en termes de nombre, le numérateur change. Attention, c'est pas prévalence que je voulais dire, c'était la quantité ici. Donc, qu'est-ce que je raconte? Non, pardon, ce que je dis, c'est bon. Mais non, pardon, c'est ça, je ne sais pas pourquoi j'hésitais. Donc la prévalence entre 65 et 69 ans, c'est ça. Et alors la prévalence de 70 à 74 ans, c'est la prévalence d'hommes de 70 à 74 ans fois l'effectif d'hommes de 70 à 74 ans plus la prévalence de femmes de 70 à 74 ans. Donc quand je parle de prévalence, sans préciser de quoi je parle de la prévalence de diabète. Hein, ok, comme ça on est bien sûr de se comprendre. Donc la prévalence de femmes diabétiques de 70 à 74 ans fois l'effectif de femmes totales de 70 à 74 ans, le tout divisé par l'effectif total des deux sexes pour cette classe d'âge entre 70 et 74 ans. Et alors pour la prévalence de 75 et 79 ans, c'est la prévalence d'hommes diabétiques pour cette classe d'âge entre 75 et 79 ans fois l'effectif d'hommes pour cette classe d'âge de 75 et 79 ans plus la prévalence de femmes diabétiques de 75 à 79 ans fois l'effectif de femmes ayant l'âge de 75-79 ans divisé par la somme d'individus, donc d'hommes et de femmes ayant l'âge de 75-79 ans. Si, en faisant le calcul, chaque élément, chaque prévalence dépasse 18% ou égale 18%, alors la proposition est vraie. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'effectif pour chaque classe d'âge. Et si je ne connais pas l'effectif pour chaque classe d'âge, la prévalence pour chaque classe d'âge, globalement, est incalculable. Donc on ne sait pas si ça dépasse les 18 ou égal %. Donc la A est fausse. Et alors le diabète est une maladie qui atteint surtout les personnes âgées. Ça on va répondre après. La prévalence du diabète est plus forte chez l'homme et que chez la femme dans les tranches d'âge allant à 70 ans. Donc la prévalence est plus forte. Donc déjà pour la prévalence de diabète est plus forte chez l'homme que chez la femme. Oui, donc jusqu'à 70 ans. Donc, ah oui, pardon. Donc, n'est pas confirmée, excusez-moi. Donc, la A, c'est pas qu'elle est fausse, c'est justement, n'est pas confirmée, elle n'est pas confirmée par le graphique, donc la A est juste, oui, excusez-moi, j'avais pas lu ça, donc n'est pas confirmée, donc la A ne confirme pas ce qui est dit dans le graphique, donc la A est la bonne réponse. Et alors, le diabète la prévalence du diabète est plus forte chez l'homme que chez la femme dans les tranches d'âge jusqu'à 70 ans, donc est-ce que l'histogramme bleu foncé est plus grand que l'histogramme bleu clair jusqu'à 70 ans? Donc jusqu'à 69, ici. Donc jusqu'ici. Oups, non. Qu'est-ce que je raconte? Jusqu'ici. Voilà. On voit que l'histogramme bleu foncé est toujours supérieur à l'histogramme bleu clair. Donc il y a plus... La prévalence est toujours supérieure chez l'homme que chez la femme. Donc oui, c'est déductible. Donc à éliminer. La différence entre le nombre d'hommes et de femmes, déjà, regardez, différence. On ne sait pas faire la différence de nombre si on ne connaît pas l'effectif de chaque sexe pour chaque classe d'âge, comme on l'a fait pour la A, donc on ne connaît pas. Donc déjà une différence de quelque chose dont on ne connaît pas la valeur, ça se confirme pas. Donc la D n'est pas quelque chose qui est confirmé par le graphique. C'est pour ça que la question a été annulée, parce qu'il y avait 2 bonnes réponses. Et alors pour la B, le diabète est une maladie qui atteint surtout les personnes âgées. Eh bien, ici, le diabète est une maladie qui atteint surtout les personnes âgées. Non, pas forcément, parce que il y a des gens qui sont diabétiques, même à d'âge très jeune. Mais alors, en fait, c'est le mot surtout qui est ambigu, parce que on dit
c'est en plus grande fréquence, le diabète est plus importante chez les personnes âgées. Donc cette phrase surtout, ce qui atteint surtout les personnes âgées, c'est de plus grande fréquence, la prévalence est plus importante pour ces classes d'âge que chez les jeunes. Et donc ça, c'est plus ou moins vrai. Et c'est pour ça que je mets plus ou moins. C'est pour ça que la question aussi est annulée, parce que non seulement on avait 2 bonnes réponses, mais aussi la proposition B est ambiguë, parce que le mot surtout, c'est parce qu'on ne dit pas que le diabète atteint uniquement les personnes âgées, parce que ici on voit que ça atteint même les jeunes. Et en plus de ça, on dit surtout, donc surtout c'est une fréquence, la prévalence donc est plus importante chez les plus vieux. Bah oui, c'est vrai qu'en termes de prévalence, c'est plus important chez les vieux que chez les jeunes. Donc la proposition B peut être légèrement déduite. Donc voilà. Donc la bonne réponse, en tout cas les vraies bonnes réponses sont la A et la D. Donc faites attention parce que moi j'ai fait l'erreur, j'ai lu trop vite aussi. Donc voilà, comme quoi l'erreur est humaine. Donc il faut faire attention à cette phrase, n'est pas confirmée, n'est pas. Donc il faut réfléchir à l'envers. Ok. Alors, pour la question 10 ici, donc les chercheurs s'est penché sur la question sur la détection précoce du cancer de la prostate. Et donc on fait un toucher prostate, soit le dosage de la PSA. Donc la PSA est une molécule, un élément que vous allez faire une prise de sang chez un urologue, chez un médecin généraliste, mais surtout un urologue qui va l'interpréter pour vous, qui va vous dire, voilà, vos chances d'avoir un cancer de la prostate. Après, je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça en médecine, en Master 1 ou en Master 2, pour certains, sur la notion de la PSA. Et donc, la PSA, voilà, donc on a 2 méthodes. Okay, pour la détection précoce, ça veut dire la détection en avance si la personne est susceptible de faire un cancer. Et donc 2 groupes d'hommes de 50 ans ont été testés, donc 1000 qui sont au groupe contrôle, sans détection précoce, donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on regarde bêtement, voir comment ça évolue, mais on ne teste pas. On ne fait pas de toucher rectal ou de PSA, on regarde bêtement ces 1000 individus à l'aveugle et on dit voilà, on regarde de loin qu'est-ce qui se passe, sans avoir fait des tests sur ces personnes-là, donc un groupe contrôle. Et 1000 autres appartiennent à une détection précoce, donc c'est-à-dire que ces personnes-là, on a fait des tests, on a fait soit le toucher rectal, soit un dosage sanguin de PSA pour avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer par après en regardant ce tableau ici. Donc le groupe contrôle, c'est là ces personnes où on n'a rien contrôlé. Donc c'est des personnes qu'on regarde comme ça à l'aveugle et on ne contrôle rien. Et le groupe avec détection précoce, c'est les personnes avec qui on a soit contrôlé, soit par le toucher rectal, soit par le dosage sanguin. Et alors on voit que le nombre d'hommes décédés par un cancer de la prostate est de 7. Le nombre décédés par n'importe quelle autre cause en dehors du cancer de la prostate, c'est de 110. Les personnes ont eu une biopsie. Biopsie, ça veut dire qu'on a extrait, donc on a pris un morceau de tissu dans le parenchyme de la prostate pour l'analyser en anatomopathologie. Donc c'est ça, c'est le métier de l'anatomopathologie. Donc c'est une spécialisation en médecine. Je crois que c'est 11 ans d'études. Donc c'est des personnes qui travaillent en laboratoire, qui analysent les tissus et qui diagnostiquent les maladies. Qui travaillent avec le chirurgien et l'urologue, etc. Donc bref, on a analysé une biopsie. Donc c'est-à-dire qu'on a extrait le tissu et on l'a analysé pour diagnostiquer concrètement si la personne avait le cancer de la prostate. Et donc, ayant une biopsie faussement positive, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la détection par le dosage sanguin ou la prostate, eh bien, on a vu que la personne, peut-être qu'au toucher rectal, elle avait des anomalies, on a senti quelque chose qui fait qu'on suspectait une difformité au toucher rectal, par toucher rectal, on touche la prostate, comme ça vous savez, donc on rentre par le derrière, et on a,
par l'expérience, par certains touchés, on peut savoir que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas dans la normale, donc on suspecte que cette anormalité est un cancer. Ou soit par dosage sanguin, si la PSA est tellement élevée et que entre deux périodes, entre deux dosages, on voit qu'il y a une évolution au fait que la PSA est inquiétante, qui dépasse la normale, bien, on suspecte aussi qu'il y a des risques de cancer. Donc, quand on dit faussement positif, ça veut dire que à la prostate, il y avait une anomalie et que au PSA, au dosage sanguin, il y avait une anomalie. Donc, voilà, ça avait été positif. Donc, en termes positifs, il est positif avoir un cancer, positif au fait que les résultats démontrent une anomalie, mais par la biopsie, on a démontré que la prostate était normale. Donc ça veut dire que c'est un faux positif. Donc c'est un faux diagnostic de la personne, si la personne avait un cancer. Donc la personne n'avait pas de cancer, malgré qu'elle avait des anomalies aux méthodes de détection. Alors, un homme ayant eu une biopsie faussement positive et une intervention inutile pour le cancer de la prostate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, non seulement elle avait une anomalie à la prostate au toucher rectal et un dosage sanguin anormal, et donc on a suspecté qu'il avait un cancer, et donc on a opéré pour rien, on a retiré sa prostate, ou on a opéré pour rien, alors que lors de l'opération, lorsqu'on a pris la prostate et on l'a emmenée en laboratoire pour voir si c'était cancéreux, ça se trouvait, c'était pas un cancer, c'était peut-être autre chose, une hypertrophie de la prostate, etc. Donc, c'était pas un cancer. Donc, on a opéré inutilement. Donc, non seulement les méthodes de détection ont montré que, par erreur, que l'individu avait un cancer et qu'en fait, en réalité, elle n'en avait pas. Donc, si vous voulez, les détections sont des méthodes qui ne sont pas sûres à 100%. Il y a toujours des faux positifs. Alors que la biopsie, c'est quelque chose qui concrétise à 200% par un anatomopathologiste si la personne avait vraiment un cancer. Donc la biopsie, c'est quelque chose qui confirme, alors que toucher la prostate et le dosage sanguin, c'est pas quelque chose qui est fiable à 100%. Il y a toujours des risques de se tromper dans le diagnostic. Donc c'est ça que ça veut dire. Et alors les autres hommes, c'est d'ailleurs les personnes qui n'ont eu aucun problème. Donc pourquoi je prends la peine d'expliquer tout ça? Parce que c'était une question pas facile, parce que si vous n'avez pas de culture générale, qu'est-ce qu'une PSA, qu'est-ce qu'une prostate, et voilà, c'est difficile d'interpréter et de comprendre. Qu'est-ce qu'on vous demandait? Donc, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer d'un texte ou du tableau ci-dessus? 7 personnes sont décédées malgré la détection précoce du cancer de la prostate, mais 20 personnes ont été sauvées grâce à cette détection. 7 personnes sont décédées malgré la détection, ça a l'air d'être vrai. Mais 20 personnes ont été sauvées. Non. 20 personnes, justement, ont eu quelque chose qui était complètement faux par la détection, parce que c'était pas un cancer. C'était inutile, c'était un faux cancer, c'était pas du tout un cancer. Donc, ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été justement peut-être amputés de la prostate inutilement. Donc, non. La détection précoce du cancer ne semble pas utile. Ça, on va répondre par élimination, parce que ça, je ne sais pas dire encore, mais en tout cas, à première vue, on voit qu'il y a trop de personnes qui avaient des résultats totalement faux ici, alors qu'ici, on est carrément néant. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas fait de détection n'avaient rien. Donc voilà, déjà, on voit qu'il y a un nombre trop important de personnes qui avaient fait des détections précoces, et donc on a eu beaucoup de faux positifs, donc c'est pas utile. Donc, la détection précoce du cancer de la prostate permet de traiter de nombreuses personnes, y compris les gens qui avaient une plus grande probabilité de développer un cancer ultérieurement. Traiter, pas tellement, parce que regardez, entre le nombre de personnes qui sont mortes d'un cancer de la prostate et qui sont morts pour autre chose, on voit que c'est plus des gens qui sont morts d'autre chose que de la prostate. Donc la détection précoce, voilà. Donc ça n'a pas permis de traiter pour la prostate. Donc voilà, il n'y avait pas une plus grande prise en charge, justement. C'était pour autre chose, qui sont morts, pas de la prostate. Donc la C est fausse. Et pour la D, il faut commencer la détection précoce avant l'âge de 50 ans. Non. Justement, il n'y a rien qui indique qu'il faut le faire avant, ni dans l'énoncé, ni dans le tableau. La D, non. Par élimination, c'est la B. Et donc par la B,
on comprend que, vous voyez, qu'il y a plus d'éléments qui sont totalement faux que de vrais. Donc on voit que faussement positif, posement positif, vous voyez que déjà on a trop de faux. Et en plus, les gens sont morts pour rien, pour autre chose que la prostate. Donc déjà là, ça n'a pas sauvé plus de personnes qu'autre chose. Donc, alors qu'ici c'était zéro, donc il y a eu beaucoup plus de faux positifs dans le cas d'une détection que d'une personne où on n'a rien détecté. Donc on voit que ça a l'air d'être pas trop utile. Donc c'est la B qui est la bonne réponse. Juste un mot là-dessus en termes de culture générale, en dehors du raisonnement, mais juste pour votre connaissance médicale. En fait, quand vous serez médecin, quand vous allez proposer le dosage de la PSA, on propose ça à des personnes qui sont plus de 50 ans. Par contre, les personnes qui ont des ethnies d'origine noire, apparemment, statistiquement, ont plus de chances d'avoir un cancer à la prostate très, très précocement, 30 ans, 40 ans. Donc voilà, on demande à des personnes d'ethnie noire de faire un PSA un peu plus tôt que la normale, mais bon, voilà. Et donc les personnes qui ont plus de 50 ans, on le demande, mais alors on ne le demande pas systématiquement, c'est pas une obligation, on le fait que si on a des doutes et si les personnes ont des antécédents ou des facteurs de risque comme fumer ou etc. etc. Donc voilà. Et alors, il faut savoir qu'on doit absolument informer le patient qu'il y a des risques de faux positifs. Parce que si ça se trouve, même si on fait un dosage de la PSA ou un toucher rectal qui se démontre anormal, ça peut être une source d'inquiétude inutile parce que voilà, on peut avoir beaucoup de cas de patients qui, malgré que les tests précoces sont positifs, ben, si ça se trouve, la personne n'a pas du tout un cancer de la prostate, mais elle a une hypertrophie de la prostate qui est physiologiquement normale chez une personne qui vieillit avec le temps. Donc parce qu'avec le temps, quand vous allez un peu vieillir, ben, la prostate va s'hypertrophier et donc ça va faire un peu plus de mitose, etc. Et donc ça produit un peu plus la molécule de PSA. Et alors, comme ça grandit, ben, au toucher rectal, on sent une masse. Et donc on croit que ça a gonflé peut-être parce qu'il y a un cancer qui est en train de s'expandre, alors que non, c'est juste que c'est une hypertrophie. Et que en fait, à la longue, ça augmente de taille, ça produit plus de PSA. Et donc c'est physiologiquement normal et c'est pas un cancer. Donc c'est pour ça que quand on fait la détection précoce de la prostate, on doit toujours dire aux patients, faites attention, c'est pas parce que les résultats sont anormaux dans la détection que forcément vous avez un cancer. C'est pour ça que lorsque vous allez consulter votre patient, vous allez voir ces analyses de données de la PSA et du toucher rectal. Vous faites un premier test, puis vous attendez quelques mois plus tard, vous refaites un second test et vous voyez l'évolution, si la PSA a augmenté de manière explosive entre les deux essais du dosage. Ça peut suspecter que c'est un cancer, mais pas à 100%. Ça peut être peut-être pas du tout. Et ça peut être rien à voir. Et donc, c'est pour ça que pour diminuer l'anxiété de votre patient, informez bien que les détections de la PSA, c'est pas quelque chose qui confirme que vous avez un cancer, que le patient a un cancer. Donc, il faut bien informer qu'il y a des risques au fait de la prise en charge qui peut être inutile, comme une biopsie inutile. Parce que biopsier quelqu'un carrément, c'est l'ouvrir et tout ça, arracher la prostate un morceau et regarder s'il a vraiment un cancer parce qu'on suspecte des détections qui dispositifs à ce cancer, ben, si ça se trouve, on a fait une intervention pour rien. Et donc en termes de risque-bénéfice, on peut faire une infection inutile au patient pour une biopsie, donc, alors qu'il n'avait pas du tout une prostate et il ne fallait pas la toucher. Donc voilà. Donc c'est pour ça que dans votre métier, faites attention, c'est pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est un peu gris, donc c'est juste une prise en charge du patient sur votre décision. Donc voilà, c'est juste comme ça. Pour vous dire ça, quand vous serez en 4e année de médecine, voilà. Parce que je suis étudiant en médecine, donc voilà, ça me fait plaisir de partager un peu mes passions avec vous. Voilà, pour la question 15, ça a été donné. Et alors, notre dernière question. Donc voilà. Le virus X de la famille des virus herpès cause des infections latentes. Donc infection latente, ça veut dire une infection qui se manifeste pas par des symptômes. C'est quelque chose qui est... On parle d'une infection qui s'endort. Donc il reste dans le corps et il ne se manifeste pas forcément. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir la maladie sans que ça se manifeste symptomatiquement. Donc voilà. Et le plus connu, c'est l'herpès. Donc il y a parfois des moments d'exacerbation ou de poussée d'herpès. Si la plupart d'entre vous connaissent ou ont la maladie d'herpès simplex, donc ils savent que voilà, ça se manifeste par des moments va-et-vient.
Et donc, l'herpès, pour savoir, ça dort dans vos nerfs. Donc, ils vont se cacher dans les ganglions nerveux. Et alors, parfois, il y a des périodes, alors, c'est encore mal connu aujourd'hui, mais c'est suite à un moment de stress ou d'anxiété ou de plusieurs facteurs externes, il y a ce virus d'herpès qui, à la base, est endormi, va ressortir, va ressurgir à la surface et donc vont donner des symptômes. Mais donc l'herpès, une fois que vous l'avez attrapé, c'est à vie et ils dorment dans vos nerfs et dans les ganglions nerveux. Donc on ne peut pas s'en débarrasser parce que si on commence à toucher vos nerfs pour s'en débarrasser, vous voyez les catastrophes que ça peut engendrer. Donc voilà, pour votre culture générale. Bref, l'infection se maintient donc pendant la vie entière, donc voilà, malgré la réponse immunitaire. Et donc, le tableau ci-dessous montre la prévalence d'une infection par le virus, donc une proportion de personnes infectées dans la population. Donc, c'est la probabilité de trouver dans la population une personne qui est atteinte de l'herpès. Et donc, on étudie l'ensemble de la population d'un PIP qui est exprimé en pourcents, une population totale par tranche d'âge considérée. Donc, quelle est la prévalence de la population dans le groupe d'âge entre 0 et 24 ? C'est très facile. Quelle est la prévalence ? Eh bien, donc ici, je vais mettre... Donc vous avez vos populations exprimées en millions, la prévalence, très facile. La prévalence entre 0 et 24, eh bien, c'est le nombre de personnes qui ont l'herpès entre 0 et 14 ans, plus le nombre de personnes qui ont l'herpès entre 15 et 24 ans, divisé par le nombre total de personnes qui ont entre 0 et 24 ans. C'est comme ça qu'il faut calculer. Donc, en gros, j'efface tout pour avoir de la place. Donc, la prévalence d'avoir l'herpès entre 0 et 24 ans, eh bien, c'est la prévalence d'avoir l'herpès entre 0 et 14 ans fois 20 millions. Ok. Plus la prévalence d'avoir l'herpès entre 15 et 24 ans fois 50 millions sur le total qui est de 30 millions. Donc 20 plus 10, ici 20 plus 10, 30 millions. Donc ça correspond à 5%. La prévalence de 15 à 24 correspond à 50%. Donc 0,05 fois 20 plus 0,5 fois 10 divisé par 30 qui donne 6 sur 30 et donc ça correspond à 0,2, donc ça correspond à 20%. Donc la bonne réponse, c'est les 20%, ici. Si 60% des personnes du groupe de 50-99 ans sont des femmes et que la prévalence chez les femmes dans cette tranche d'âge, est de 70%, quelle serait la prévalence des hommes pour ce groupe ? Ça, c'est une question un peu plus difficile, mais voilà, il faut structurer, faire les choses étape par étape. Il n'est pas plus compliqué qu'une autre question. Donc, on vous dit que pour cette classe d'âge entre 50 et 99 ans, il y a 15 millions. Et 80% de ces personnes ont l'herpès. Donc, quel est le nombre total de personnes qui ont l'herpès ? X, ça veut dire herpès. Eh bien, c'est 80% de 15 millions. Et donc, 0,8 fois 15, c'est 12 millions. Donc, il y a 12 millions de personnes dans cette classe d'âge entre 50 et 99 ans qui ont l'herpès.
on garde ça en tête. Maintenant, on vous dit que 60% des personnes de cette classe d'âge, donc 60% des 15 millions, sont des femmes. Donc, le nombre de femmes total pour cette classe d'âge, c'est 60% de 15 millions, ce qui correspond forcément à 9 millions. Et vous pouvez déduire déjà que le nombre d'hommes total pour cette même classe d'âge entre 50 ans et 9 ans, c'est 40%. Si c'est 60%, l'office que le contraire, c'est 40%. 40% de 15 millions, donc 15 millions moins 9, est égal à 6 millions. Donc il y a 6 millions d'hommes dans la population totale entre cette classe d'âge de 50 et 99 ans. On vous dit que 70% des femmes dans cette classe d'âge ont l'herpès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des femmes qui ont l'herpès, donc X veut dire herpès, fois le nombre de femmes total, donc c'est-à-dire 0,7 fois 9, est égal à 6,3. Donc il y a 6,3 femmes dans cette classe d'âge, 50-99 ans, qui ont l'herpès. Maintenant que je sais ça, et que je sais que le nombre total de personnes qui ont l'herpès correspond, pour cette classe d'âge entre 50 et 99 ans, au nombre de femmes qui ont l'herpès et le nombre d'hommes qui ont l'herpès, et comme je connais à la fois cette valeur-là, qui est 6,3 millions, et à la fois le nombre total de personnes qui ont l'herpès, il faut juste isoler. Le nombre d'hommes qui ont l'herpès correspond à 12 moins 6,3. Et donc, ça correspond à 5,7 millions. Et or, une chose à savoir, c'est que le nombre d'hommes qui ont l'herpès est égal à la prévalence d'un homme d'avoir l'herpès dans cette classe d'âge entre 50 et 99 ans fois le nombre d'hommes total de la population. Et ça, je vais mettre une autre couleur ici. Le nombre d'hommes total, c'est 6 millions, 6 millions, alors que les 5,7 millions, je le connais ici. Donc, la prévalence d'hommes qui ont l'herpès pour cette classe d'âge entre 50 et 99 ans est égale à le nombre d'hommes qui ont l'herpès pour cette même classe d'âge divisé par le nombre total d'hommes qui ont entre 50 et 99 ans. Et donc, le nombre total d'hommes étant à 6 millions, et le nombre d'hommes qui ont l'herpès à 5,7, eh bien, la prévalence d'hommes qui ont l'herpès entre 50 et 99 ans est égale à 5,7 divisé par 6, qui correspond donc à 95%. Est-ce que c'est le cas ? Ben oui, c'est la A. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'il va lui faire ici. Donc, si je réexplique un peu, donc on a trouvé le nombre total de personnes qui ont l'herpès, donc c'est 0,8 fois 15 millions, parce qu'on a donné la prévalence d'individus dans la population entre 50 ans et 9 ans qui avaient l'herpès, et c'était 80%, et on connaissait le nombre de personnes qui ont cet âge entre 50 ans et 9 ans qui est de 15%, donc 0,8 fois 15 est égal à 12 millions. On connaît le nombre de femmes totales, parce que le nombre de femmes totales correspond à 60% des individus total qui ont entre 50 et 99 ans, qui est donc 0,6 fois 15, qui est égal à 9 millions. Et donc, comme on sait qu'il y a, on va dire que si on ne prend pas en compte les non-binaires, donc seulement hommes et femmes,
On sait que s'il y a 60% de femmes, il y a forcément 40% d'hommes. Et donc 40% de 15 millions correspond à 6 millions. Et si je veux trouver le nombre de femmes qui ont l'herpès pour cette même classe d'âge, bah, on sait que 70% des femmes ont l'herpès. Donc 70% des femmes, c'est 0,7 fois 9, parce que 9, c'est les 9 millions qui correspond au nombre de femmes totales pour la classe d'âge entre 50 ans et 9 ans, qui correspond à 6,3 millions. Et donc, si je veux trouver le nombre total de personnes qui ont l'herpès, ben, c'est forcément la somme des deux catégories de sexe qui ont l'herpès, donc les femmes qui ont l'herpès et les hommes qui ont l'herpès. Et donc, comme on ne connaît pas le nombre d'hommes qui ont l'herpès, il faut juste isoler. Donc, c'est 12 moins 6,3. Et donc, ça donne 5,7 millions. Et donc, en plus de ça, je veux savoir la prévalence, on doit savoir l'expression que euh, pour connaître le nombre d'hommes qui ont l'herpès, pour cette classe d'âge, c'est la prévalence fois le nombre total d'hommes pour cette classe d'âge. Et or, le nombre total d'hommes, on l'a trouvé ici, qui était à 0,4 fois 15, donc 6 millions. Et donc, on connaît cette valeur de 6 millions. Et en plus de ça, je connais la valeur d'hommes qui ont d'herpès, qui est à 5,7 millions. Donc, forcément, j'ai deux informations. Donc, il faut juste isoler. Donc, la prévalence de l'herpès, c'est 5,7 divisé par 6. Et donc, ça nous donne bien 95%. Donc, vous voyez, l'exercice ici a l'air compliqué compliqué. Il est facile, mais c'est juste qu'il faut être ordonné, structuré, être concentré. Et voilà, pour un exercice comme ça, pour l'examen de raisonnement, je sais que c'est pas facile. Mais c'était une question d'examen, ça faisait partie, je sais plus quelle année c'était, je crois que c'était une des années précédentes, mais peu importe, c'était une question d'examen. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup la définition d'une prévalence. Qu'est-ce qu'un taux? Qu'est-ce qu'une proportion? Comment on lit une prévalence? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'un pourcentage? Comment lire les informations? Qu'est-ce qu'un effectif total? Par rapport à quoi on parle d'un taux d'accroissement? Par rapport à quoi on parle d'une proportion? Par rapport à quoi on compare entre deux proportions de taux d'accroissement? Est-ce que les informations manquantes sont là? Est-ce qu'on a toutes les informations pour conclure une différence ou une augmentation d'un nombre? Ou une comparaison entre les informations données d'un graphique ou d'un énoncé, etc., etc. C'est tous ces éléments-là qu'on évalue durant un examen de raisonnement. Et donc voilà. Donc normalement, comme j'ai dit, faites beaucoup d'exercices, entraînez-vous